je voudrais d'abord remercier le professeur Sansonetti pour son invitation qui m'honore et aussi pour la leçon passionnante qu'il vient de donner. J'en oubliais que j'allais parler juste après, mais je suis ravi de le faire. Et donc, ce que je vais essayer de faire, c'est vous donner une image un peu globale de la façon dont on considère les choses aujourd'hui quant à la capacité des jeunes enfants, du nourrisson, à se défendre contre les maladies infectieuses et répondre aux vaccins. Si on définit la taille des pays en fonction de la mortalité infantile, on s'aperçoit effectivement qu'il y a des énormes inégalités dans le monde. Les tailles relatives du continent européen par rapport au continent africain ne sont pas du tout celles que nous enseigne la géographie. M. Sansonetti a fait référence à la possibilité qu'une partie de ces différences soit liée à des facteurs immunologiques, mais clairement, les causes principales de ces disparités sont au niveau des ressources et des infrastructures qui sont disponibles dans les différents pays. Ici, par exemple, quand on regarde le monde la nuit depuis l'espace, on s'aperçoit que l'accès simplement à l'électricité reste extrêmement limité dans les pays du Sud où cette mortalité infantile est importante. Alors, quand on regarde les causes de la mortalité des nourrissons, des enfants avant 5 ans, clairement, les maladies infectieuses représentent une cause majeure, en particulier au Sud. Ici, quand on considère en 2008 les estimations du nombre d'enfants morts avant l'âge de 5 ans en Afrique ou en Europe, on s'aperçoit qu'en Afrique, 77% des 4 millions de décès sont provoqués par des maladies infectieuses, contre environ 30% des 150 000 enfants décédés en Europe. On retrouve sur les deux continents des pathogènes semblables. On retrouve la pneumonie aiguë, on retrouve dans une certaine mesure la diarrhée sur les deux continents. Il y a des pathologies qui sont spécifiques au continent africain qui représentent une cause majeure de mortalité. Ici, on retrouve la malaria, le sida, vous voyez la rougeole encore, et la coqueluche également. Alors, quels sont les facteurs qui interviennent dans cette susceptibilité importante des jeunes enfants aux maladies infectieuses? Alors, on peut voir les choses de manière différente. Si vous lisez un peu à ce sujet, on propose que c'est en partie lié au fait que le jeune enfant est immunologiquement naïf. Il n'a pas rencontré les pathogènes, contrairement à l'adulte. C'est la première fois qu'il les rencontre et ça le met dans une situation défavorable. On lit également souvent que le système immunitaire du jeune enfant est immature, c'est-à-dire que, d'une certaine manière, il n'est pas prêt au moment de la naissance à affronter le défi que représente l'exposition à tous ces pathogènes, ce qui, en soi, il me semble, est un peu une vue étrange, dans la mesure qu'au plan de l'évolution, les conditions dans lesquelles l'enfant émerge dans ce monde infectieux sont présentes depuis très longtemps. Les facteurs génétiques jouent un rôle également important dans le contrôle des maladies infectieuses, dans les défenses immunitaires, la régulation des défenses immunitaires contre les infections, et on peut imaginer que lorsqu'un déficit génétique est présent chez un nouveau-né, étant donné que ce sera la première fois qu'il rencontrera un agent pathogène, eh bien cette première occasion, ce premier contact sera l'occasion de révéler l'impact de cette déficience génétique au plan immunitaire. Enfin, nous verrons que l'environnement in utero, les conditions dans lesquelles le fœtus se trouve, conditionnent, influencent de manière importante parfois l'immunité de l'enfant après la naissance vis-à-vis des agents infectieux. Donc ça, c'est un peu le plan de l'exposé que je vous propose de suivre et de discuter peut-être tout à l'heure. Alors, le jeune enfant est-il immunologiquement naïf? En réalité, pas vraiment. On verra tout à l'heure que in utero, le système immunitaire peut être sensibilisé par des antigènes et donc répondre à ces antigènes. Mais l'essentiel de la mémoire immunologique, le bagage immunologique avec lequel naît le jeune enfant, eh bien, il vient de sa mère et il est lié au transfert des anticorps maternels, en particulier au cours de la vie fœtale. On sait que chez l'homme, à partir du 2e trimestre de gestation, les anticorps de type IgG sont transportés activement au travers du placenta pour rejoindre au moment de la naissance des taux comparables ou même supérieurs à ceux qui sont détectés dans le sérum de leur maman. Ces anticorps vont ensuite progressivement être éliminés et vont être remplacés par les anticorps de l'enfant.
Si ces anticorps maternels jouent un rôle central dans la protection contre les agents infectieux, ils sont également une limitation très importante à la vaccination. En effet, si vous administrez un antigène vaccinal à un jeune enfant et que cet enfant a dans son sérum des anticorps issus de sa mère, eh bien, la liaison de l'anticorps maternel à l'antigène vaccinal va empêcher une partie de la réponse des lymphocytes B du jeune enfant, en particulier la capacité de ces lymphocytes B à se transformer en cellules effectrices, les plasmocytes qui sécrètent les anticorps et qui donc constituent la première partie de la réponse vaccinale. De manière intéressante, ce que les modèles animaux nous disent, c'est que la génération de lymphocytes B mémoire, capable donc de se souvenir de ce premier contact avec l'antigène, cette réponse des lymphocytes B mémoire, elle est préservée. C'est vraiment la partie première, la partie effectrice de la réponse qui est inhibée par les anticorps maternels. Cet effet d'inhibition est la raison principale pour laquelle on retarde l'administration d'un certain nombre de vaccins au cours des premiers mois de la vie. On pense par exemple à la rougeole, qui n'est donnée que très tardivement, y compris dans les régions dans lesquelles la maladie est endémique. On ne donne le vaccin contre la rougeole que vers l'âge de 9 mois, essentiellement à cause de l'effet inhibiteur des anticorps maternels. Les lymphocytes B mémoire donc, ne sont pas atteints, donc cette présence d'anticorps maternels n'empêche pas l'expérience immunologique de l'enfant de s'installer. De la même manière, la réponse des lymphocytes T, dont nous parlerons tout à l'heure, donc ces composants de l'immunité cellulaire, la réponse de ces lymphocytes T ne sont pas non plus inhibés par les anticorps maternels. Des lymphocytes T effecteurs et mémoire peuvent être développés, même en présence d'anticorps maternels. On a longtemps pensé, je reviens un petit peu en arrière, on a longtemps pensé que cet effet inhibiteur des anticorps maternels était lié au fait que l'épitope, c'est-à-dire la région, le déterminant antigénique reconnu par les anticorps, était masqué par l'anticorps maternel et donc n'était plus accessible à l'immunoglobuline de surface du lymphocyte B du nouveau-né. On sait aujourd'hui que les choses sont plus dynamiques, plus complexes, et des données qui sont générées essentiellement à ce stade dans des modèles animaux nous indiquent que l'effet d'inhibition sur la réponse effectrice est lié à la mise en jeu de récepteurs inhibiteurs à la surface du lymphocyte B. Si vous avez un lymphocyte B d'un nourrisson qui rencontre le vaccin rougeoleux, un virus vivant atténué, eh bien, ce contact va engendrer un signal positif en l'absence d'anticorps maternels. Si par contre le virus est tapissé d'anticorps maternels, eh bien, ce complexe va permettre l'interaction entre la région constante de l'immunoglobuline et ce récepteur Fc gamma récepteur 2b. Donc c'est un récepteur à la fraction constante des immunoglobulines qui va générer un signal qui est négatif. Et donc ensemble empêcher la différenciation de cellules B effectrices, mais apparemment pas, sans qu'on comprenne exactement ce qui se passe à ce stade, l'émergence de lymphocytes B mémoire. À l'ère de la vaccination, la quantité d'anticorps que la mère est capable de transférer à son nouveau-né est moindre que ce qui se passait auparavant lorsque les mamans étaient immunisées de manière naturelle, exposées au virus de la rougeole, par exemple. Cette étude qui a été menée en Belgique compare les taux d'anticorps maternels chez des jeunes enfants de manière prospective, des enfants nés de mères qui ont fait la rougeole versus des nouveau-nés ou des jeunes enfants nés de mamans vaccinées. Et on voit qu'à la naissance, les enfants nés de mères infectées démarrent plus haut et gardent des taux d'anticorps maternels plus élevés de manière plus prolongée que les enfants nés de mères vaccinées. Étant donné que le calendrier vaccinal a été défini sur la base de ce type de profil de cinétique de disparition des anticorps maternels, la susceptibilité des enfants dans le contexte de la vaccination pourrait être augmentée pendant cette période-là de la vie, et donc on pourrait devoir reconsidérer l'âge de l'administration de ces vaccins dans le futur. Le deuxième point, qui est celui sur lequel je vais m'étendre le plus, c'est le système immunitaire du jeune enfant est-il immature ? Vous allez voir que les choses sont relativement complexes à ce niveau, mais qu'on commence à voir que ce n'est pas le cas et que des mécanismes de régulation qui sont spécifiques à cet état de la vie et à l'environnement dans lequel le jeune enfant se trouve sont importants à considérer. Ce qui est frappant quand on réfléchit à cette notion d'immaturité, c'est de voir que le développement des cellules du système immunitaire se passe très très tôt au cours de la vie fœtale.
dès le premier trimestre de gestation, on voit apparaître les cellules qui constituent le système immunitaire, que ce soit des cellules qui sont les cellules du système immunitaire inné, c'est-à-dire celles qui participent aux premières défenses contre les agents infectieux, ou également les cellules du système immunitaire adaptatif, les lymphocytes T ou les lymphocytes B. Dès la 6e semaine de gestation, on voit dans le foie fœtal apparaître des lymphocytes, des cellules natural killer ou des lymphocytes T un peu particuliers qu'on appelle les lymphocytes T gamma delta, qui ont une capacité rapide à reconnaître les micro-organismes. Vers la fin du premier trimestre, on voit apparaître des lymphocytes T et des lymphocytes B tout à fait matures et on le verra dans une certaine mesure fonctionnelle. Également des cellules présentatrices d'antigènes à ce moment du développement. Donc le système immunitaire se coupe en quatre, si j'ose dire, se démène pour développer et faire maturer les cellules qui le constituent très très tôt au cours de la vie fœtale. Tôt dans la vie, une population cellulaire qui est encore mal caractérisée chez l'homme apparaît également. C'est une population de lymphocytes B qu'on appelle producteurs d'immunoglobulines naturelles. Ce sont des lymphocytes B qui, lorsqu'ils rentrent en contact avec les antigènes, sont relativement peu stimulés, mais sont capables de produire spontanément des immunoglobulines de type M, qui ont une capacité neutralisante relativement efficace. Ce sont des immunoglobulines qui sont en général polyspécifiques. Et ce que les modèles animaux nous disent, c'est que ces immunoglobulines naturelles, produites donc spontanément par le système immunitaire, jouent un rôle très très important dans le contrôle des bactéries, des virus. Chez l'homme, les choses sont nettement plus compliquées à étudier, nettement moins claires. Ce que ces travaux récents montrent, c'est que ces lymphocytes B existent chez l'homme et sont en particulier fréquents tôt dans la vie, et donc jouent probablement un rôle contre les pathogènes dans cette période-là de la vie. On voit aussi, peut-être vous entendrez parler de ces données dans une leçon future consacrée aux personnes âgées, on voit que la fréquence de ces cellules diminue au cours du temps et donc est moindre chez les personnes particulièrement âgées. Donc voilà un bras du système immunitaire qui a l'air de se mettre en place tôt dans la vie. Quand on considère des lymphocytes B plus conventionnels, qui répondent notamment aux vaccins, par exemple aux protéines constituant les vaccins, on sait que pour qu'un lymphocyte B mature apparaisse, il passe par un stade transitoire, transitionnel, un état plus immature, dirons-nous, qui est caractérisé par l'expression de ce marqueur. On sait que tôt dans la vie, au sortir de la moelle, il y a des fréquences supérieures chez le jeune enfant de ces lymphocytes B transitionnels, étant donné qu'ils répondent moins bien fonctionnellement à la stimulation par un antigène. On peut imaginer qu'effectivement la fréquence plus élevée de ces lymphocytes B immatures pourrait jouer un rôle, pourrait limiter la réponse du pool total de ces cellules tôt dans la vie. Ce qui est caractéristique des lymphocytes B matures, donc parfaitement développés, si vous voulez, ou tout à fait développés au cours de la vie fœtale ou des premiers mois de vie, c'est qu'ils expriment, par rapport aux cellules d'adultes, cellules naïves d'adultes, moins de récepteurs au complément. On sait que le complément est important pour l'activation des lymphocytes B, et également moins de cellules qu'on appelle costimulatrices. Ici, je vous rappelle comment fonctionne la réponse d'un lymphocyte B à un antigène qu'on dit T dépendant. Et ça paraît un peu mystérieux comme ça, mais c'est essentiellement les protéines. Quand une protéine est présentée au système immunitaire, le lymphocyte B va capturer cette protéine par ses immunoglobulines de surface, va apprêter, c'est-à-dire la tronquer, en faire des petits morceaux et la présenter au lymphocyte T dans le contexte d'une molécule de type complexe majeur d'histocompatibilité. Cette présentation d'antigènes va être accompagnée de signaux qu'on appelle costimulateurs qui permettront alors d'activer le lymphocyte T de façon tout à fait efficace. Quel est le rôle du lymphocyte T dans ce contexte? C'est d'envoyer un signal activateur de retour, qui va élaborer la réponse à anticorps des lymphocytes B de manière particulièrement efficace, induire la synthèse d'immunoglobulines de type G et induire la production d'anticorps de haute affinité. Donc cette interaction entre les lymphocytes T et les lymphocytes B sont au cœur de ce que M. Sansonetti vous évoquait tout à l'heure par rapport à la qualité, l'immunogénicité des vaccins qu'on essaie de développer, par exemple, contre les maladies entériques. Donc voilà des réponses qui sont produites par les lymphocytes B, mais dépendantes des lymphocytes B qui doivent eux-mêmes pouvoir être activés. Les caractéristiques fonctionnelles que j'évoquais il y a un instant, pense-t-on aujourd'hui, elles restent mal comprises, mais on pense aujourd'hui qu'elles jouent un rôle important dans le fait que, vis-à-vis de certains vaccins, les jeunes enfants, de fait, répondent moins bien en termes de production d'anticorps. Ici, on regarde chez des enfants qui n'ont pas
d'anticorps maternels détectables dans la circulation, la réponse au vaccin rougeole ou au vaccin au rayon, lorsque ces vaccins sont administrés à 6 mois, 9 mois ou 12 mois de vie. Et on voit que les enfants de 6 mois, de fait, encore une fois, indépendamment des anticorps maternels, on s'aperçoit que les jeunes enfants produisent moins d'anticorps en réponse à ce vaccin que les enfants plus âgés. Et c'est vrai pour la rougeole, c'est vrai pour les oreillons. Ce n'est pas vrai pour tous les vaccins. On a étudié en Gambie, chez des nourrissons, la réponse au vaccin anti-hépatite B, donc un vaccin recombinant avec un adjuvant, dans un schéma de vaccination 0, 2 et 4 mois, et on a comparé la réponse de nouveau-nés à celle de sujets adultes. On a pas mal travaillé pour trouver des sujets adultes qui n'avaient donc pas été exposés à l'hépatite B, puisqu'on voulait comparer cette réponse à des sujets adultes naïfs, comme l'étaient les nouveau-nés, donc des sujets qui n'avaient pas été infectés par le virus et n'avaient pas été vaccinés eux-mêmes. Et donc, on s'est aperçu rapidement que ce soit après la première ou la troisième dose, les nouveau-nés en réalité répondaient mieux, produisaient plus d'anticorps que les sujets adultes, et on retrouvait cette différence lorsqu'on donnait une dose de rappel à 12 mois. Donc, vis-à-vis d'un certain nombre de vaccins, clairement, les nourrissons répondent moins bien en termes de production d'anticorps, mais ce n'est pas vrai pour tous les vaccins, et très honnêtement, on ne comprend pas exactement quelle est la base de cette différence. Le vaccin oral contre la polio est intéressant à cet égard. On donne, dans les pays où la poliomyélite est endémique, une première dose de vaccin à la naissance et plusieurs doses ensuite pendant les premiers mois de vie. Quel est l'intérêt de cette première dose de vaccin? Qu'est-ce qu'elle apporte réellement? Eh bien, cette question a été adressée dans cette étude qui comparait un schéma de vaccination jour 60, donc 2 mois, 3 mois, 4 mois, versus le même schéma avec une première dose de vaccin à la naissance. Donc ça, c'est le schéma en bleu. Ce que l'on voit chez les enfants qui n'ont pas reçu la dose à la naissance, c'est que les anticorps maternels, transférés donc au travers du placenta, diminuent au cours des premiers mois de vie, pour ensuite les anticorps sériques de l'enfant remonter suite à la vaccination efficace, donc relativement efficace par ce schéma de vaccination. Quand on a donné la première dose de vaccin, on s'aperçoit que la décroissance des anticorps maternels est masquée par l'induction d'une réponse, que l'on dit en général, oui, j'aurais pu insister sur le fait qu'on a 3 courbes ici, parce qu'il y a 3 composants au vaccin oral contre la polio, il y a 3 virus vis-à-vis desquels on doit pouvoir se défendre. Donc ce qu'on voit, c'est que les taux restent relativement stables. Sur cette échelle logarithmique, on considère que cette première dose n'engendre pas une réponse extraordinaire. Par contre, encore une fois, sur cette échelle logarithmique, on voit qu'elle prépare, qu'elle augmente la réponse à la deuxième dose de vaccin. Et donc ça, c'est important. On se dit ici que la réponse effectrice première est relativement modeste. Par contre, elle induit une réponse mémoire qui est capable d'augmenter la réponse à une seconde dose. Donc l'état actuel de ce que l'on pense par rapport à la réponse de ces lymphocytes B qui reconnaissent donc les protéines, donc dans un contexte dépendant des lymphocytes T, d'accord, c'est que pour un certain nombre de vaccins, la différenciation de cellules productrices d'anticorps, donc les plasmatocytes effecteurs, est variable. De temps en temps, pour certains vaccins relativement médiocres, pour d'autres, on le voit, relativement efficace, mais que l'induction de cellules mémoire, un peu comme on le voyait dans le contexte de l'exposition en présence d'anticorps maternels, l'induction de cellules mémoire, elle, est par contre tout à fait efficace. Donc on voit un système qui fonctionne pas de manière immature, on voit un système qui fonctionne de manière particulière et est capable de développer un certain nombre de paramètres qui lui seront utiles. Sans doute la différence principale en termes de réponse vaccinale entre des sujets jeunes et des sujets âgés, c'est la réponse aux polysaccharides. Les polysaccharides sont notamment les constituants de la capsule d'un certain nombre de bactéries, comme le pneumocoque ou la bactérie Haemophilus. Eh bien, ces polysaccharides sont utilisés dans des vaccins, par exemple chez l'adulte, sont immunogènes, peuvent être reconnus par des lymphocytes B qui alors fonctionnent de manière T indépendantes. Ce sont des lymphocytes B qui sont capables de reconnaître ces structures et d'être activés et de produire des IgM qui sont spécifiques de ces structures-là. Si ces vaccins sont relativement immunogènes chez l'adulte, ils le sont extrêmement peu avant l'âge de 18 mois. Donc ça, c'est vraiment sans doute au plan de la réponse de la production d'anticorps la différence majeure entre ces deux populations. Aujourd'hui, on ne sait pas très bien, pour être franc,
quelles sont les bases de cette différence. Pourquoi est-ce que le nouveau-né, le nourrisson, est si peu capable de répondre à ces antigènes de type polysaccharidique? On pense, même si on ne sait pas exactement le détail de la nature des cellules qui répondent à ces polysaccharides, on pense que ces cellules sont là. Par contre, elles ont l'habitude de migrer vers les zones marginales de la rate où elles sont stimulées et se développent. On sait que tôt dans la vie, au cours des premiers mois de vie, cette zone marginale de la rate est relativement peu développée. Il y a donc potentiellement un élément architectural, structurel, qui limite le fonctionnement de ces cellules. On sait aussi, comme je le disais tout à l'heure pour les lymphocytes B conventionnels, ils expriment toute une série d'autres marqueurs à des niveaux plus faibles que ce qu'on voit sur les cellules d'adultes, notamment des récepteurs au complément ou des récepteurs à des facteurs d'activation des lymphocytes B. Le fait que ces réponses aux polysaccharides soient faibles en début de vie a mené au développement, vous le savez, de ces vaccins conjugués. Ces vaccins conjugués sont des structures qui combinent le polysaccharide d'intérêt à une protéine. Et logiquement, par rapport à ce que je vous disais tout à l'heure, ces protéines peuvent être captées par les lymphocytes B. Les lymphocytes B qui sont spécifiques du polysaccharide, d'accord ? Et ces lymphocytes B vont être capables d'apprêter la partie protéique du vaccin, présenter des fragments de cette protéine à des lymphocytes T qui ne sont pas spécifiques du polysaccharide ici, d'accord ? Ce sont des lymphocytes T qui sont spécifiques de la protéine porteuse, si vous voulez, du polysaccharide, et cette interaction va permettre d'activer le lymphocyte B du nourrisson, spécifique du polysaccharide, à produire des anticorps spécifiques. Donc on transforme une réponse qui au départ était T indépendante en une réponse qui est T dépendante. Et c'est assez merveilleux comme histoire dans la mesure où, encore une fois, comme je vous le disais, les bases moléculaires cellulaires de ce qu'on fait réellement dans ce contexte sont assez peu comprises. Par contre, de manière empirique, on a effectivement accompli quelque chose d'assez extraordinaire dans la mesure où l'introduction de ces vaccins conjugués contre le pneumocoque, l'hémophilus ou les méningites a eu un impact énorme sur le contrôle de ces pathogènes dans les populations humaines. Qu'en est-il des lymphocytes T ? Je vous ai dit à quel point ils pouvaient être nécessaires et utiles dans l'activation des lymphocytes B. Les lymphocytes T, par ailleurs, ont une fonction importante. Dans le contexte de l'immunité cellulaire, ils attaquent les pathogènes qui se trouvent à l'intérieur des cellules et expriment pour ce faire toute une série de fonctions effectrices que je vais décrire de manière relativement brève dans un instant. Les lymphocytes T en début de vie, comme les lymphocytes B, ont des propriétés particulières, une programmation fonctionnelle différente de ce que l'on voit à l'âge adulte. Ce sont des cellules qui émigrent depuis peu du thymus, ce sont des cellules jeunes. Lorsqu'on regarde la chromatine de ces cellules, on voit des modifications épigénétiques au niveau d'un certain nombre de gènes, notamment de gènes des gènes qui codent pour des molécules de type cytokine, donc les molécules effectrices qui ont des propriétés anti-infectieuses. Par exemple, le gène de l'interféron gamma est hyperméthylé, donc sa chromatine est moins accessible au niveau du promoteur, et donc ça limite la production de cette molécule inflammatoire et anti-infectieuse. Des microRNA sont également exprimés à des taux élevés dans les cellules T du jeune enfant, en particulier le microRNA 184, qui a pour propriété d'inhiber ou de diminuer la traduction de l'ARN messager codant pour le facteur de transcription NF-AT, sans rentrer dans le détail. Voilà une différence fonctionnelle qui a probablement des conséquences importantes sur la biologie de ces lymphocytes T. Ça, c'est pour vous illustrer le fait que le programme fonctionnel de ces cellules est différent au début de vie et chez l'adulte. Pour pouvoir stimuler un lymphocyte T de manière efficace et justement lui faire acquérir les propriétés fonctionnelles effectrices que j'évoquais tout à l'heure, il lui faut une cellule présentatrice d'antigènes et si possible une cellule présentatrice d'antigènes appelée une cellule dendritique qui est spécialisée dans l'activation de ces cellules. Pour pouvoir activer les lymphocytes T, les cellules dendritiques doivent elles-mêmes pouvoir être activées. Et cette activation, elle est liée à la reconnaissance de produits microbiens, les pathogènes eux-mêmes, ou éventuellement les produits microbiens qui se trouvent dans les vaccins vivants atténués, donc toute une série de structures microbiennes qui se lient à des récepteurs. Les plus connus sont, je ne sais pas si vous avez entendu parler de cette famille dans le contexte du cours, mais donc la famille la plus caractérisée, c'est la famille qu'on appelle TLR, pour Toll-like receptors. C'est une famille de 10 récepteurs qui sont exprimés soit à la membrane des cellules dendritiques, soit à l'intérieur du cytoplasme de ces cellules. À l'intérieur du cytoplasme, elles vont en particulier reconnaître les acides nucléiques des pathogènes. Eh bien, l'interaction de ces produits microbiens avec ces récepteurs va permettre la libération d'une série de médiateurs qui
favorisent, rendent efficace la différenciation des lymphocytes T en cellules effectrices. Quand on compare, peut-être vous dire que je reparlerai tout à l'heure du TLR3, qui est donc un récepteur intracytoplasmique qui est important dans différentes situations infectieuses. Quand on regarde la capacité des cellules dendritiques du nouveau-né à produire une série de médiateurs importants pour l'activation des lymphocytes T, on s'aperçoit que ces cellules sont moins capables, vraiment significativement moins capables de produire une cytokine qu'on appelle l'interleukine 12, j'y reviendrai, ou les interférons de type 1, par exemple l'interféron bêta. Donc de ce point de vue-là, les cellules sont immatures. Quand on regarde, tiens, on en produit moins, ça veut dire que bon, le programme fonctionnel n'est pas parfaitement opérationnel. Les choses ne sont pas aussi simples dans la mesure où ces cellules néonatales sont capables de produire d'autres médiateurs, comme ce médiateur l'interleukine 6, en quantité équivalente à celle de l'adulte, ou l'interleukine 23 à des taux plus élevés que ceux qui sont observés chez l'adulte. Donc un programme, encore une fois, un programme fonctionnel différent. Quelques équipes ont analysé l'évolution de la capacité de ces cellules à produire ces médiateurs au cours des premières années de la vie. Ils ont confirmé ce qui avait été réalisé au départ sur des cellules de sang de cordon, c'est-à-dire qu'un certain nombre de médiateurs sont produits à des taux très élevés à la naissance par rapport à d'autres, mais que par contre, les médiateurs ici, dont je vais vous dire quelle est l'importance dans un instant en termes de défense anti-infectieuse, l'interleukine 12 ou les interférons de type 1, eh bien, mettent des mois, voire des années, à atteindre les taux que l'on observe chez les sujets adultes. En quoi est-ce que ces médiateurs sont importants? Je pense que c'est sans doute la partie immunologie un peu plus fondamentale, la dernière partie immunologie plus fondamentale au travers de laquelle je vous entraîne, mais elle est fascinante. Les lymphocytes T, en particulier les lymphocytes T CD4 naïfs, ont une plasticité fonctionnelle extrêmement importante. C'est-à-dire que quand on les stimule, quand ils rencontrent leur antigène, au niveau de la cellule dendritique par exemple, eh bien, l'environnement dans lequel ces cellules se trouvera va conditionner le type de fonction effectrice que ces cellules vont acquérir au cours de cette différenciation. Vous retrouvez les médiateurs que j'évoquais tout à l'heure, l'interleukine 12, l'IL6, l'interleukine 23. D'accord ? En fonction du type de cytokine présente dans le milieu au moment où l'antigène sera reconnu, eh bien, les lymphocytes TCD4 vont se différencier en lymphocytes dont vous avez entendu parler, les lymphocytes TH1, qui produisent de l'interféron gamma, sont centraux pour les défenses contre les pathogènes intracellulaires, les virus, les mycobactéries, se différencieront en lymphocytes TH17, qui sont très importants pour les défenses contre les pathogènes extracellulaires ou les champignons, ou les lymphocytes qu'on appelle, qui sont plus jeunes, si vous voulez, on les a découverts plus récemment, des lymphocytes qu'on appelle TFH, pour lymphocytes T folliculaires helper, qui sont tout à fait spécialisés en produisant l'IL-21 dans l'aide aux lymphocytes B. Donc les lymphocytes T dont on parlait tout à l'heure, qui aident les lymphocytes B, c'est cette population-ci. Alors en quoi est-ce que la différence de production de cytokines en début de vie a des implications justement en termes fonctionnels? En quoi est-ce qu'une diminution de la production d'IL-12, une production normale ou augmentée de ces cytokines-là peut avoir des répercussions fonctionnelles? Eh bien, si on modélise cela et qu'on raisonne en termes longitudinaux, comme je le faisais tout à l'heure pour les cytokines elles-mêmes, eh bien, ces données suggèrent que tôt dans la vie, eh bien, le système immunitaire il est particulièrement bien équipé pour se défendre contre les pathogènes intracellulaires, par contre nettement moins bien équipé pour se défendre contre les pathogènes intracellulaires ou les virus. Ça, c'est le modèle avec lequel on travaille. Mon ami Tobias Coleman a publié là-dessus récemment dans Immunity une revue qui élabore sur ces concepts. Les études vaccinales peuvent nous permettre de tester ce modèle. Effectivement, on donne un vaccin connu, à un moment connu, à un enfant, et on peut voir dans quelle mesure la qualité de la réponse induite correspond à celle qui est prédite par le modèle. Et en réalité, les choses se passent relativement comme le modèle le prédit, c'est-à-dire que la différenciation de lymphocyte TH1 productrice ou producteur d'interférons gamma suite à la vaccination par le vaccin contre l'hépatite B ou le vaccin oral contre la polio à la naissance, eh bien, en général, cette réponse TH1 est plus faible que ce qui se passe chez les sujets adultes. Moins d'interférons gamma produits généralement. Par contre, quand on administre le vaccin BCG contre le vaccin contre la tuberculose ou le vaccin total contre la coqueluche, eh bien là, on s'aperçoit que le système est tout à fait capable de répondre comme un système immunitaire de sujets adultes avec une différenciation de cellules effectrices comparable. Et donc ça montre que, de fait, il y a une limitation intrinsèque au système, mais que dans le contexte en particulier de l'administration de vaccins vivants atténués ou de vaccins tués qui contiennent beaucoup de produits microbiens stimulant le système immunitaire, on peut
franchir cette barrière et différencier des cellules qui sont tout à fait efficaces et comparables à celles de l'adulte. Juste pour la petite histoire, ou pour plus de détails, cette population un peu nouvelle, eh bien, elle est également induite par le BCG chez le nouveau-né, alors que la biologie de ces cellules-là, pour vous dire, je souligne notre ignorance, mais donc on ne sait vraiment pas du tout comment cette population cellulaire fonctionne chez le jeune enfant aujourd'hui. Alors, je vous ai dit que les récepteurs de type TOL étaient importants en début de vie. Je vous ai dit que la signalisation au niveau des cellules dendritiques était différente lorsque ces récepteurs étaient engagés par des produits microbiens. Il n'y a pas qu'au niveau des cellules dendritiques que les choses se passent comme ça. Lorsque l'on regarde les cellules épithéliales de l'intestin, on s'aperçoit, ceci chez la souris, que l'expression de ce récepteur de type TLR3, c'est un récepteur aux ARN double brin. Quand un pathogène rentre dans la cellule, les ARN double brin seront reconnus par ce récepteur comme un signal de danger, et cette interaction induira la production d'interférons de type 1, des interférons en général. Eh bien, ce que l'on voit dans ces expériences menées chez la souris, c'est que l'expression du TLR3 au niveau des cellules épithéliales intestinales progressivement augmente, c'est-à-dire qu'en début de vie, chez la souris, peu de récepteurs de type TLR3 exprimés. Lorsque l'on analyse l'association possible entre cette évolution et la susceptibilité des souriceaux nouveau-nés par rapport aux souris adultes à l'infection par le rotavirus, en mesurant ici, bon, ce n'est pas très clair, mais c'est l'excrétion virale, donc la multiplication du virus au niveau intestinal, on s'aperçoit chez les souris sauvages, WT, wild type, on s'aperçoit que les souris adultes contrôlent bien le virus, alors que les souriceaux nouveau-nés le contrôlent très très mal. D'accord ? Ce qui est intéressant et qui lie les données à ce récepteur-ci, c'est que lorsque les souris adultes sont invalidées pour une molécule qu'on appelle TRIF, qui est une molécule centrale dans la signalisation induite par TLR3, si vous voulez, c'est comme s'il n'y avait pas de TLR3 fonctionnel génétiquement dans ces cellules, eh bien les souris adultes deviennent extrêmement sensibles à l'infection par le rotavirus. Alors que le fait d'avoir TLR3 ou pas, où la signalisation TLR3 n'a pas d'impact majeur sur la susceptibilité des souriceaux nouveau-nés, indiquant que la voie TLR3, qui donc est acquise progressivement au cours de la vie chez le jeune souriceau, que cette voie d'activation, cette capacité à reconnaître des ARN double brin et à produire des interférons de type 1 est critique et cruciale. Alors pourquoi, vous me direz, pourquoi ce récepteur TLR3 n'est que peu exprimé au cours des premiers jours de vie chez la souris? Ce n'est pas très clair, mais on peut concevoir qu'une faible expression de ce type de récepteur est importante pour préserver l'homéostasie du tube digestif pendant cette période-là de la vie, au moment où effectivement les premiers contacts se font avec les premiers micro-organismes au niveau de la barrière intestinale. Il est probable que la régulation de l'expression d'un certain type de récepteur par rapport à d'autres pourrait être cruciale pour le maintien et le développement de cette homéostasie. Alors ça, c'est vrai chez la souris. On n'a pas de notion, il y a quelques données, mais elles sont peu convaincantes encore de ce qui pourrait se passer chez l'homme par rapport à ce type de signalisation ou d'expression de récepteurs, mais il y a fort à parier que des mécanismes comparables sont opérationnels tôt dans la vie chez le jeune enfant, justement pour préserver l'homéostasie au niveau du tube digestif au moment de ses contacts avec les micro-organismes et donc permettre le développement de sa physiologie. Je vais vous parler un tout petit peu maintenant des travaux que l'on mène actuellement à Bruxelles, justement tentant de comprendre comment se développent les réponses antivirales en début de vie. Pour pouvoir étudier, si vous voulez, l'ontogénie des réponses antivirales chez l'homme, on s'intéresse en particulier à l'infection congénitale par le cytomégalovirus. On sait que le CMV est la cause la plus fréquente d'infection congénitale chez l'homme, qu'il provoque des symptômes, des complications sévères chez environ 20% des fœtus infectés, la moitié des complications précoces, en particulier des lésions cérébrales importantes, et 10% de complications retardées, que ce soit la surdité ou le retard mental. C'est une cause majeure de surdité infectieuse dans nos populations. Donc, un contrôle du virus qui est moindre, des complications qui sont sévères chez une partie des enfants infectés. Par contre,
Un autre aspect qui est important par rapport à cette infection et qui touche l'ensemble des enfants infectés, c'est l'excrétion virale prolongée de ce virus. Quand un enfant est infecté soit in utero, soit pendant les premières semaines de vie, il va excréter ce virus pendant des années, jusqu'à l'âge de 5 ou 6 ans, soulignant encore que le contrôle de la réplication du virus tôt dans la vie est moindre que ce que l'on observe chez les sujets adultes. Et ce n'est pas que vrai pour le CMV, c'est également vrai pour le VIH, c'est vrai également pour l'hépatite B. Cette prolongation de la réplication du virus lorsque l'infection est pédiatrique par rapport à l'adulte. Ici, on a donc l'excrétion, ici, on a la charge virale plasmatique pour le VIH ou la charge virale plasmatique pour le virus de l'hépatite B. Pour le VIH, on sait également que lorsque l'infection touche les jeunes enfants, les charges virales sont considérablement plus élevées et se maintiennent de manière beaucoup plus prolongée que chez les sujets adultes. Et le corollaire, c'est qu'effectivement, un nombre important de ces enfants évolueront rapidement vers le stade SIDA et donc auront une évolution péjorative plus fréquemment que les adultes. De la même manière, si vous voulez, le virus de l'hépatite B, quand il infecte un nouveau-né, dans environ 90% des cas, ce nouveau-né deviendra porteur chronique du virus. D'accord ? C'est ce qu'on voit ici. Donc une excrétion virale, une multiplication virale qui est tout à fait prolongée. Et donc dans les décennies qui suivent cette infection néonatale, on connaît le risque de cirrhose ou de développement de cancer du foie associé à cette excrétion virale, à cette hépatite chronique induite par l'infection pédiatrique. Et donc c'est intéressant de voir que ici, chez le jeune enfant, c'est extrêmement pathologique d'avoir cette réplication virale importante. Par contre, pour ce virus qui est probablement dans la population humaine depuis très longtemps, eh bien, le fait d'avoir cette réplication virale prolongée est relativement peu symptomatique chez le jeune enfant. Au contraire, l'immunopathologie à laquelle on peut assister chez les sujets adultes ne se marque pas pendant cette période-là de la vie. Alors, en une diapositive, je vais vous résumer les quelques années de travail qu'on a mené là-dessus. À notre grande surprise, les premiers travaux qu'on avait menés au laboratoire examinant du sang de cordon d'enfants de nouveau-nés infectés par le CMV, on s'est rapidement aperçu que le fœtus est tout à fait capable de développer une réponse lymphocytaire T vis-à-vis de ce virus. On a des proliférations clonales de lymphocytes T spécifiques du virus tout à fait importantes. Les cellules se différencient en cellules effectrices in utero. En particulier, les CD4 deviennent des lymphocytes TH1. Je vous ai dit qu'il y avait une limitation à induire des lymphocytes TH1 au début de vie. Eh bien, au cours de la vie fœtale, le CMV induit des lymphocytes TH1 avec l'ensemble des caractéristiques transcriptionnelles de ces cellules. Et les lymphocytes TCD4 et CD8 acquièrent la capacité de produire des molécules cytolytiques, des perforines, qui sont donc importantes pour lyser les cellules infectées. Plus récemment, quand on s'est intéressé vraiment de manière fine à la fonction de ces lymphocytes T induits pendant la vie fœtale et qu'on a comparé la fonction, la production de cytokines, en particulier cytokines antivirales, à celles que l'on peut mesurer chez les mamans de ces enfants qui ont donc fait une infection primaire pendant la grossesse, donc ce sont deux infections récentes que l'on peut comparer, eh bien on s'est aperçu que les lymphocytes T fœtaux, qu'ils soient CD4 ou CD8, ont une capacité à produire des cytokines antivirales considérablement plus faible que celle des sujets adultes. De la même manière, les molécules impliquées dans la signalisation du récepteur des lymphocytes T, le TCR, eh bien, l'expression de ces molécules est également considérablement plus faible chez les nouveau-nés au niveau des cellules de nouveau-nés qu'au niveau des cellules maternelles. Ce qui est intriguant, c'est que le phénotype que je vous décris ici, c'est vraiment un phénotype qui est très, très analogue à celui qu'on observe dans le décours de l'infection par le VIH, donc des pathologies qui sont associées à l'épuisement fonctionnel des lymphocytes T, des phénomènes de régulation qui diminuent et empêchent l'expression tout à fait efficace de ces molécules antivirales. Et donc on peut penser que le déficit de contrôle de la réplication des virus, que ce soit le CMV, mais peut-être également le VIH ou le virus de l'hépatite B en début de vie, n'est pas lié à un défaut de différenciation de cellules effectrices, comme on pouvait l'imaginer au départ, à une immaturité du système immunitaire, mais plutôt à la mise en place de phénomènes de régulation qui empêchent, diminuent l'expression ou la production de cellules effectrices par ces cellules. C'est en tout cas l'hypothèse que l'on souhaite continuer à tester. Alors, les deux derniers points que je vais évoquer seront plus courts que les précédents. C'est d'abord le rôle des facteurs génétiques. Un exemple qui illustre, je pense, bien le rôle que les facteurs génétiques peuvent avoir dans le contrôle des maladies infectieuses en début de vie est donné par l'encéphalite herpétique, qui est une infection rare, sévère, qui touche en particulier les jeunes enfants. Dans cette étude française réalisée il y a quelques années sur une large cohorte de sujets qui avaient présenté
une encéphalite herpétique, on s'aperçoit que le pic de l'infection se situe au niveau des premières années de la vie. 50% des cas avaient présenté cette encéphalite herpétique avant l'âge d'1 an. Et ce n'est pas lié à la vitesse à laquelle vous attendez à avoir le virus toucher la population humaine au cours de la vie. Ça, c'est la courbe attendue, c'est-à-dire la courbe qui est définie par la séroconversion vis-à-vis du virus de l'herpès. On voit qu'effectivement, la fréquence de la complication de type encéphalite a un excédent d'incidence lorsque l'on regarde les premières années de la vie. Donc, une susceptibilité importante à l'encéphalite herpétique, en particulier au cours des premières années de la vie, qui n'est pas liée à l'âge auquel on acquiert habituellement ce virus. Les travaux du Dr Abel et du Dr Casanova nous ont montré au cours des dernières années que les sujets qui présentent des encéphalites herpétiques sont génétiquement déficients pour toute une série de molécules qui sont impliquées dans la signalisation du récepteur que j'évoquais tout à l'heure, le récepteur TLR3 à l'ARN double brin, que ce soit une molécule qui organise le trafficking de ce récepteur ou toute une série de molécules qui en organisent la signalisation pour mener à la production des interférons de type 1. On a ici donc une maladie génétique, un déficit génétique qui provoque une susceptibilité à une pathologie dont la pénétrance clinique est variable et s'exprime en particulier tôt dans la vie, probablement par les caractéristiques du système immunitaire du jeune enfant. Si les facteurs génétiques jouent un rôle important dans le contrôle des maladies infectieuses, ils jouent également un contrôle important dans le contrôle des réponses vaccinales. Ici, des études que l'on a menées en Gambie dans des populations de jumeaux. On a analysé la réponse de ces jumeaux à toute une série d'antigènes vaccinaux, ici par exemple le toxoïde tétanique. Ce que l'on fait, c'est mesurer la réponse vaccinale chez des jumeaux monozygotes, donc identiques, et on la compare à des jumeaux dizygotes. Ce que l'on fait, c'est regarder la corrélation au sein des paires de jumeaux monozygotes versus les paires de jumeaux dizygotes, et on se dit que s'il y a un rôle pour les facteurs génétiques, eh bien, la corrélation au sein des paires de jumeaux vrais doit être supérieure à celle au sein des paires de jumeaux faux. Et c'est ce que l'on voit. On a un R ici à 0,82 par rapport à 0,54. Et sur cette base, on peut calculer une héritabilité du trait, c'est-à-dire de la réponse vaccinale, qui est de l'ordre de 56%. C'est-à-dire 56% de la variabilité au sein de la population peut être attribuée à des facteurs génétiques, et ce, à l'âge de 5 mois, c'est-à-dire tôt après la vaccination. Si l'on suit ces enfants jusqu'à l'âge de 12 mois, on voit que la corrélation au sein des paires de jumeaux monozygotes diminue, alors qu'elle reste stable au niveau des jumeaux dizygotes. Et la résultante, c'est que l'héritabilité, donc le rôle des facteurs génétiques, diminue entre 5 et 12 mois. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les facteurs environnementaux jouent un rôle majeur dans la persistance des anticorps au sein de la population. Donc si les facteurs génétiques jouent un rôle important dans la phase précoce de la réponse vaccinale, il semble que les facteurs environnementaux, les co-infections par exemple, jouent un rôle prépondérant dans la maintenance de cette réponse. Quelques mots pour vous expliquer qu'on pense aujourd'hui que les infections maternelles chroniques pendant la grossesse impactent de manière importante sur la susceptibilité des enfants aux infections après la naissance. C'est notamment illustré par des études qui ont été menées en Afrique qui montrent que les enfants exposés au VIH et qui sont eux-mêmes non infectés, donc en l'absence de transmission, eh bien, les enfants exposés au VIH et non infectés, qu'on appelle HEU, si vous voulez, eh bien, que ces enfants ont un excédent de mortalité au cours des premières années de la vie. Par rapport à des enfants non exposés, c'est-à-dire nés de mères non séropositives pour le VIH, eh bien, dans toute une série de pays, ici, les nombres qui sont au-dessus des colonnes, ce sont les tailles d'échantillons, pour montrer qu'un certain nombre de ces études étaient petites, mais d'autres incluaient un large nombre d'échantillons, un excédent de mortalité retrouvé au sein de ces populations d'enfants, donc indépendamment de la transmission du virus. Alors on peut penser que c'est des facteurs sociaux, des facteurs nutritionnels, l'exposition aux pathogènes dont souffrent les mères pourrait jouer un rôle important dans cet excédent de mortalité. En fait, sans doute, mais c'est important de réaliser qu'il n'y a pas que le VIH qui se comporte comme ça. Lorsque l'on regarde les enfants nés de mères qui présentent une infection chronique par des parasites, par exemple une filariose ou le paludisme, eh bien, on s'aperçoit que l'infection maternelle au cours de la grossesse augmente la susceptibilité des enfants
à ces infections parasitaires au cours de la première année de la vie. Pour le paludisme, c'est assez étrange. On s'aperçoit que le risque est augmenté si la mère est multipare. Si par contre, si elle est primipare, si c'est son premier enfant, eh bien, la susceptibilité de l'enfant qui va naître sera réduite par rapport à la malaria, par rapport au paludisme. Comment est-ce que les choses pourraient se produire ? Ce n'est pas très clair aujourd'hui. Ce qu'on sait clairement, c'est que le système immunitaire du fœtus, un peu à la manière de ce que je vous exposais pour le CMV, mais encore une fois, en l'absence de transmission, eh bien, le système immunitaire du fœtus peut être sensibilisé aux antigènes de ces parasites. On retrouve des lymphocytes T, des lymphocytes B sensibilisés par des antigènes de ces parasites dans le sang de cordon, ceci indépendamment de la transmission du pathogène. Donc des antigènes semblent passer au travers du placenta. Ça, c'est spécifique aux pathogènes. De manière non spécifique, on s'aperçoit que les infections maternelles chroniques impactent également, de manière positive ou négative, sur les réponses vaccinales en début de vie. Donc, il y a quelque chose qui se passe qui impacte pendant la vie fœtale, qui a une influence sur la capacité des enfants à répondre aux vaccins à la naissance. Un peu pour revenir à cette notion de transfert d'anticorps maternels, on sait également que l'infection maternelle par le VIH ou le paludisme, donc la malaria placentaire, impacte négativement sur le transfert de ces anticorps maternels et donc de ce fait probablement augmente ou peut augmenter la susceptibilité des enfants aux infections postnatales. Et donc ça c'est le cadre, si vous voulez, avec lequel on raisonne aujourd'hui. On se dit qu'il y a des infections maternelles chroniques pendant la grossesse, que ces infections provoquent la libération de médiateurs inflammatoires ou l'activation de cellules, la libération d'antigènes également. Si on prend ces antigènes, on imagine, je vous disais les évidences qu'on a pour le penser, que ces antigènes peuvent traverser le placenta, stimuler le système immunitaire du fœtus et de manière positive ou négative, c'est-à-dire par sensibilisation ou par une forme d'induction de tolérance, influencer la susceptibilité à l'infection postnatale. La réponse inflammatoire maintenant, le placenta peut être enflammé, enfin une inflammation peut s'y produire et des réponses immunes, qu'elles soient positives ou régulées, donc anti-inflammatoires, pourraient effectivement moduler la susceptibilité des enfants de manière non spécifique aux infections. Et le transfert d'anticorps maternels pourrait également jouer un rôle significatif à cet égard. Avant de vous laisser partir, peut-être récapituler les quelques messages qui me semblent importants, qui reflètent, je pense, ce qu'on pense aujourd'hui, ce qu'on considère aujourd'hui de la maturation du système immunitaire en début de vie et de la susceptibilité des jeunes enfants aux infections. D'abord, et c'est central, le jeune enfant hérite de la mémoire immunologique de sa mère. Cette mémoire immunologique est formée par les anticorps qui n'empêchent pas l'établissement de la mémoire immunologique de l'enfant propre. On a vu, les lymphocytes B mémoire ne sont pas inhibés par ces anticorps maternels. Lorsque cet enfant est une fille et qu'elle deviendra une mère, cette mémoire immunologique sera transmise à la génération suivante. Le système immunitaire du jeune enfant n'est pas immature, mais fonctionne clairement suivant des principes qui restent, je vous l'ai montré, incomplètement élucidés. On a vu le rôle important des mécanismes régulateurs. C'est sans doute un système qui a son homéostasie propre et qui doit fonctionner dans l'environnement nouveau dans lequel il se trouve après la vie fœtale. Et donc, l'élucidation de ces mécanismes régulateurs, je pense, aideront au développement de vaccins, à l'amélioration des vaccins existants, par exemple, contre les pathogènes intestinaux. On a vu aussi que l'immunité du jeune enfant s'établit dès la vie fœtale. Les infections congénitales induisent des réponses fonctionnelles contre des virus, par exemple le CMV. Et on a vu que des facteurs génétiques et environnementaux sont capables de moduler l'induction de ce type de réponse. Je vais parler d'un certain nombre de données, d'autres groupes que le nôtre. J'espère les avoir soulignés suffisamment. Certain nombre d'autres résultats qui ont été générés par nos collaborateurs. En Gambie, pour les études vaccinales, des études qui se sont prolongées à Oxford, où ont été initiés les travaux sur l'infection congénitale par le CMV, qui sont largement menés maintenant à Bruxelles en collaboration avec les sites hospitaliers qui suivent ces patientes. Je vous remercie de votre attention.